Ravie, Étienne, de te recevoir sur l'émission de Reporters citoyens, de t'avoir rencontré à l'UER. Bonjour, enchantée en tout cas de faire ta connaissance. Je t'ai entrevue la semaine dernière, 25 ans du Nexus, et je n'avais pas eu l'occasion de te serrer la main. Donc voilà, maintenant c'est une chose faite, on a même fait un hug, donc je suis ravie. Et aujourd'hui, tu es venu nous parler également de ce que tu fais, que tu essaies de proposer aux citoyens. C'est un engagement à titre individuel. Donc peut-être expliquer un peu ce que tu proposes comme démarche. En fait, je parle du même constat que tout le monde. J'observe ce qui se fait, que c'est l'injustice, l'oppression des pauvres par les riches, la misère d'une grande partie de la population, le litigieux dans lequel vivent les dominants de monde. J'observe une partie de la population dans chaque pays qui est militante, et qui réfléchit à toutes les formes de domination et tous les dysfonctionnements sociaux, économiques et politiques, et qui ont des solutions. La plupart des associations, des partis, des mouvements politiques trouvent des tas de solutions à nos problèmes. Et tous se heurtent à une impuissance politique de faire quoi que ce soit. Partout sur Terre, dans les époques depuis au moins 200 ans, nous avons une cause commune, nous sommes impuissants politiquement. Nous ne décidons de rien. Et je me suis rendu compte de ça, je l'ai réalisé, j'en ai pris conscience en 2005, il y a 20 ans, à l'occasion d'un référendum en France. Et depuis, j'ai réfléchi à des causes qui permettent de comprendre cette impuissance politique populaire universelle. Je recherche des causes, et notamment je cherche, si on a la cause des causes, ce sera la cause première, si on a repéré, en fait, identifier un problème, ça va vraiment se régler, et ensuite chercher des solutions. Et il me semble que nous n'avons pas des problèmes techniques, écologiques, d'autres. Donc, nous avons un problème politique. Et je crois qu'il tient. Alors, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de se dire une indépendance des salauds. C'est pas faux. Mais en fait, ils sont grands que parce qu'on est la genoux, que parce qu'on est l'expert. Et si on s'en tenait simplement au manque de vertu de nos représentants, à leur vice, ça aurait quelque chose de désespéré parce qu'il faudrait attendre qu'ils deviennent vertueux et que notre condition à nous s'améliore. Et ça, c'est désespérant parce qu'il y a peu de chances qu'ils deviennent spontanément vertueux. Mais en fait, c'est pas ça le problème, c'est pas eux. Je pense que le problème est en nous les dominés, nous les représenter, nous les maltraiter, les opprimer, les infantiliser. Et en fait, nous adorons, ce que nous sommes, la procédure de notre dépossession politique, la procédure juridique, politique, la procédure par laquelle nous acceptons de ne jamais rien décider. Ça s'appelle l'élection. Non, c'est pas le vote. Voter, c'est décider. Et quand on est élu, on vote pas. C'est une erreur de traiter les deux mots comme des synonymes en utilisant alternativement ce que tu as fait ce week-end, je vais voter. Non, tu as voté, tu as été élu. Tu as été élu, tu as renoncé à voter. Et quand je vote et que je mets le nom de quelqu'un dans une urne, ça va être élu, ce gars-là qui va te voter, et j'accepte une sorte, j'accepte d'obéir à vos démons. Et dans l'impuissance, aux lois, que celui-là aura voté.
Alors, si vous voulez, je vois bien, et je fais partie du cœur des citoyens qui protestent contre les lois scélérates plusieurs fois par jour. On en a 3 ou 4 par jour, des lois gravissimes, contre la liberté publique, contre l'intérêt général. Et on proteste contre ces lois scélérates, ces comportements scélérats, ces agissements qui sont des conséquences dont nous adorons la cause. Donc, il y a un proverbe qui dit, Dieu rit, c'est même 3 fautes, c'est finitaire, Dieu rit de ceux qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. C'est contradictoire. Il suffit qu'on arrête de chérir les causes des conséquences qu'on déplore et puis on va se débarrasser des problèmes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il me semble que l'impuissance des gens est écrite dans un texte dont tout le monde se fout, c'est fantaisie, c'est vraiment pas bien quand même. Ce texte s'appelle la Constitution. Il y en a dans la plupart des pays du monde. Et systématiquement, toujours, ces constitutions sont écrites par les représentants. Pour comprendre le problème que ça pose, il faut rappeler qu'est-ce que c'est qu'une constitution. Les humains, depuis longtemps, ont repéré que la loi de la nature, la loi qu'on peut observer partout, c'est la loi du plus fort. Le plus fort, parce qu'il est fort, pour faire régner l'injustice, l'arbitraire, et soumettre les plus faibles que lui à sa force. Les plus forts ne sont pas nombreux, les plus faibles sont nombreux, mais ils sont faibles, et donc ils se soumettent aux plus forts. C'est la loi d'Aja. L'idée d'une constitution, c'est toujours de faire marcher les plus forts, mais il faut que quelque chose, c'est que les faibles, en fait, tout le monde, mais que les faibles, c'est 99%, les forts, c'est les 1% de la société, des corps sociaux. L'idée d'une constitution, c'est de coaliser les forces des faibles, c'est de tout le monde, de nous rassembler, de nous constituer, société, en fait, pour faire émerger, faire apparaître une puissance publique, par construction, volontairement, plus forte que le plus fort d'entre nous. Et cette puissance publique, on va la mettre sous un contrôle citoyen, le contrôle de ceux que la puissance publique est censée protéger, pour n'en avoir rien à craindre. Donc la Constitution, c'est une sorte de contrat social, un pacte qu'on passe entre nous, alors qu'on sait très bien qu'on va être désaccord sur plein de sujets, on n'a pas les mêmes intérêts, on va avoir des conflits entre nous, mais on a en commun de redouter la loi du plus fort. Alors, la Constitution sert à instituer des pouvoirs puissants, forts que les plus forts d'entre nous. Et la Constitution ne sert pas qu'à ça, parce que si les plus forts venaient à être saisis par les plus forts, si la Constitution venait à être saisie par les plus forts, ce serait double peine. Ils seraient non seulement forts, mais en plus leur force serait renforcée par la puissance publique. Il faut éviter ça, évidemment. Et donc, il est important que les pouvoirs aient peur de la Constitution, il faut que le pouvoir soit inaccessible aux plus forts. Ce qui se passe partout sur Terre, c'est que nous élisons l'Assemblée constituante et nous élisons les représentants. Donc, ce sont des représentants de l'Assemblée constituante, ce sont des représentants qui écrivent les règles de la Constitution, la Constitution qui devrait être c'est eux-mêmes qui l'écrivent. Et c'est parce que nous acceptons d'élire l'Assemblée constituante. C'est à nous d'écrire la Constitution. C'est pas. Ce serait le garant alors de notre protection. C'est de notre protection contre les représentants, absolument. Et donc, en fait, tout se joue, vraiment, tout se joue, mais tout sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, sur le plan social. Bon. Je vous dis un mot, pas des parenthèses trop grandes, mais
quand nous allons écrire nous-mêmes notre constitution, on va reprendre le contrôle de la monnaie, donc nous n'allons plus, il y aura plus de dette publique, évidemment, on va la répudier, et nous allons créer la monnaie au fur et à mesure où nous en avons besoin, et donc nous n'allons plus avoir de rareté de monnaie, donc on ne va plus avoir de chômage, on n'aura plus d'austérité, ça va être prospérité, et dans une société prospère, il y a moins de chômage, il y a moins de racisme, il y a moins de tension, il y a moins de haine, de violence, de jalousie, de ressentiment. Il y aurait plus des pans entiers de la société qui sont abandonnés et qui deviennent violents. Donc les enjeux sont majeurs à la pacification de la société et à la justice si nous écrivons nous-mêmes notre constitution. Alors, ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, c'est que les représentants réunis en Assemblée nationale, c'est l'État généraux, se sont déclarés, donc c'est des représentants, des élus, des législateurs, qui se sont déclarés Assemblée constituante. Ils n'ont pas été élus pour ça, encore moins nommés pour ça, ils se sont autodéclarés Assemblée constituante. Et ces gens-là, ils ont ce jour-là volé à nous la souveraineté, ils nous ont volé le droit de décider, et ils ont décidé que nous, le peuple, nous ne déciderions plus jamais de rien. Et ils l'ont fait dès 1789. Ils l'ont fait dès le début. Le régime est né dans un état d'esprit avec une volonté explicite, expresse, il le disait, anti-démocratique. CIS en France, la mission des États-Unis, qui était père fondateur de la Russie, disait explicitement la France ne saurait être une démocratie. Les Français ne peuvent parler, ne peuvent agir que par leurs représentants. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas agir. C'est les représentants qui sont là. C'est anti-démocratique. Le peuple est tenu à l'écart des décisions volontairement depuis le début. C'est pas caché, c'est dit qu'on a oublié. Et ces gens-là, une fois législateurs, ont mis en place, donc ils ont mis en place l'élection, une fois qu'ils ont été élus, une fois législateurs, ils ont servi les intérêts de ceux, non pas qui les ont élus, mais ceux qui les ont fait élire. Parce que pour gagner une élection, il ne faut pas que les gens votent pour vous. C'est pas ça l'enjeu. Il faut que les gens vous aident à gagner l'élection. C'est pour ça que les riches achètent, les riches du moment, achètent les médias, c'est pas pour gagner de l'argent, ils perdent de l'argent. Influencer. C'est plus qu'influencer, c'est pour gagner les élections. Et donc en gagnant les élections, on porte au pouvoir des humains qui sont nos serviteurs, parce qu'ils sont nos débiteurs, et qui vont servir nos intérêts à nous, riches, qui nous avons portés au pouvoir. C'est ça. Donc ce qui s'est passé il y a 200 ans, c'est tragique. Ça donnait ce qu'on appelle effectivement le capitalisme, parce que le capitalisme, ça paraît un terme technique presque anodin. Il y a des gens qui se prétendent, qui assument le mot capitaliste, tellement le mot est pas honteux. Il y a des anarcho-capitalistes, des gens qui aiment le capitalisme. Des gens pas forcément riches d'ailleurs. Il faudrait dire frapulisme, il faudrait montrer le côté malhonnête et prédateur du régime qui est apparu au XVIIIe siècle. Et donc, ces gens-là, en devenant législateurs, ces gens-là, il faut comprendre que c'est les serviteurs, les gens qui ont été élus sont les serviteurs des plus riches. Les plus riches, c'est les marchands, les grands marchands, pas les artisans, c'est les grands marchands, donc ça ne s'appelait pas encore les multinationales, c'était la Compagnie des Indes, c'était de grandes entreprises nationales. Et c'est les multinationales, et notamment les multinationales de l'argent, les banques. On les appelle banquiers, mais là encore, c'est un terme trop gentil, parce que ça ne permet pas il faut les appeler des usuriers, parce que comme ça, dans le même mot on le désigne, on montre qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour que les usuriers endettent la société et finalement fassent crever les citoyens, à force d'être endettés. Et pendant des millénaires, les pouvoirs politiques, souverains, dans tout l'ancien régime, les souverains ont eu comme mission, une des missions importantes, c'était de chasser les usuriers tous les 50 ans, tous les 49 ans,
tous les 7 ans un peu, et puis tous les 7 fois 7 ans, tous les 49 ans, beaucoup, extinction de toutes les dettes. Et on fout les usuriers dehors à tout le monde derrière. Donc ça s'appelle un jubilé, et il fallait un souverain pour faire ça. Il fallait un roi. Alors, oui, oui, c'est pour ça que ce qui s'est passé, c'est une catastrophe pour l'espèce humaine. Parce que, par le mécanisme de l'élection, les plus riches, donc les grands marchands, notamment les grands marchands d'argent, donc les grandes banques, sont parvenus au pouvoir politique, c'est-à-dire sont devenus le législateur. Ils sont devenus le souverain. Si les usuriers deviennent souverains, il n'y a plus de souverain pour les foutre dehors quand on n'en peut plus. On en est là. La dette publique, c'est une construction politique, c'est une trahison politique de nos représentants qui sont au service des usuriers, qui donc pour empêcher l'État de créer la monnaie. Et puis ils ont voté ensuite 50 ans de budget en déséquilibre, donc des budgets où l'État dépense plus qu'il ne gagne en impôts, donc il faut qu'il trouve l'argent quelque part. Et comme on lui a interdit de créer l'argent, il faut qu'il l'emprunte. Il emprunte en profit pour ceux qui ont de l'argent. Ceux qui font de l'argent, c'est les riches. Donc l'État conduit par des traîtres au service des riches. Donc l'État, ça devrait être notre puissance, ça devrait être notre puissance publique. Et nous l'avons laissé, parce qu'on a accepté l'élection, nous l'avons abandonné, notre puissance publique, aux mains des puissants, et qui ont vu leur puissance redoubler parce qu'ils sont devenus législateurs. Donc c'est terrible ce qui se passe. Mais ça n'a lieu que parce que nous l'acceptons. Nous adorons certainement la procédure de l'élection. Et donc, je termine la vision que j'ai du 18e et de la catastrophe planétaire, parce que c'est un cancer. Je veux dire, on va crever de ça si on ne retrouve pas en nous-mêmes les ressources de devenir nous-mêmes le souverain qui allons botter les fesses des usuriers. Ce qui s'est passé donc au début du XIXe siècle, c'est que les grands marchands devenus législateurs ont écrit les lois, puisqu'ils sont devenus législateurs, ils ont écrit les lois des marchands. C'est ça qu'on appelle le capitalisme, c'est les lois des marchands. Qu'est-ce que c'est les lois des marchands? C'est la personnalité morale des entreprises. C'était un scandale à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? C'est cette personnalité morale. Une fiction juridique que les marchands ont inventée pour mettre avec la responsabilité limitée. Si tu as dévasté l'Amazon avec le pétrole que tu avais extrait, il y a du pétrole partout dans la forêt amazonienne, tu aurais la responsabilité est limitée au capital de l'entreprise. Ton action a coûté des milliers de milliards, même des préjudices quasiment irréparables, et tu vas t'en tirer avec le montant du capital de l'entreprise, peut-être une faillite, mais rien en fait. La responsabilité limitée, c'est l'irresponsabilité des grands acteurs. Donc, personnalité morale, responsabilité limitée, société anonyme avec des actions au porteur dont on ne connaît pas le nom. Ça va, c'est des personnalités morales. Société par action et les capitaux, ça permet d'accumuler et de transmettre et de vendre des entreprises sans que ça se voie, sans trace. Ça va avec la libre circulation des capitaux, la libre circulation des marchandises. Ça va avec les stock options, c'est-à-dire le fait de payer les chefs d'entreprise comme les actionnaires avec des dividendes, et donc au détriment des salariés. Qu'est-ce qu'il y a comme règle scélérate qui fonde le capitalisme? Il y a la totale subordination des travailleurs aux propriétaires des moyens de production, qui devraient être des collaborateurs. Les travailleurs et propriétaires devraient être collaborateurs, mais le fait que les uns soient les maîtres des autres, le fait que les uns soient les serviteurs des autres, asservis en tout, c'est féodal le droit de l'entreprise. Ça fait partie du capitalisme. Les marchands législateurs ont écrit la subordination des salariés. Et puis, le principal, je garde le principal pour la fin. Le principal, c'est une sorte de fléau, tout ça, mais la totale illimitation des revenus et des capitaux. Il n'y a pas de limite dans le régime capitaliste, dans l'anticonstitution qui est partie sur Terre, il n'y a pas de revenu maximum. C'est-à-dire que les sociétés peuvent avoir des montants plus élevés que certaines nations. Certaines nations, voilà, et puis ça
ça va empirer. Le fait que dans la Constitution, il n'y ait pas de limite à l'accumulation du capital, il n'y a pas de limite à l'accumulation de propriétés, c'est pas une erreur, c'est un crime, et de notre part, c'est une erreur de l'accepter. Quel avantage avez-vous? Comme moi, on est 99%, on vit avec 3 000, 4 000 euros, quoi. Quel avantage avons-nous à accepter que quelqu'un puisse gagner 1 million par mois? 1000 millions, 1000 milliers d'euros. Quel avantage avons-nous? Qui aime si peu son travail qu'il exige d'avoir 1 million par mois pour travailler? Il n'aime pas son métier, il aime l'argent, ça ne va pas, il ne rend pas assez, il faut bien quand même. Donc, à mon avis, il faut, et c'est une décision politique, il faut que nous réfléchissions ensemble aux limites de l'accumulation du capital et aux limites des revenus. Limite basse, limite haute. Quel est le revenu basse, quel est le revenu minimum pour permettre à chacun de vivre une vie décente, même ceux qui ne veulent pas travailler? Ce ne sera pas une vie opulente, hein, ça va être une vie chiche, mais une vie. C'est leur choix. C'est leur choix de ne pas travailler. Et quel est le revenu maximum? Et puis, quelle est la propriété minimum? Et ce qu'on donne à chaque humain parce qu'il naît à l'open terre, arabe, dame, et comment on empêche les riches du moment? D'abord, on a vu qu'on va empêcher la richesse, la trop grande richesse de se former en mettant une limite. Et comment on empêche les riches d'accaparer les terres? Il y a un proverbe africain qui dit plus le diable en a, plus le diable en veut. Ils ne vont pas s'arrêter. S'il n'y a pas de limite s'impose à eux, ils iront jusqu'à prendre toutes les terres et les voler. Et une fois qu'ils ont prises, il n'y a plus de terre pour personne. C'est pas conforme à l'intérêt général. C'est pas pacifiant. C'est pas. Ça va au-delà de la vie. Donc là, on est. Aucun animal fait ça. Voilà. Il faut quand même se rappeler que les animaux qui boivent gracieusement, se nourrissent gracieusement. Nous sommes les seuls animaux qui avons payé pour faire pipi. Mais ça va être. Oui, mais. Exactement. Alors, il me semble que les choses se dégradent très vite et qu'il est temps que nous allions vite aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée est simple, hein, ce cher, c'est que nous apprenions. Bon, pour l'instant, on n'a pas appris à constituer, on a appris qu'à élire. Donc on a appris à renoncer à toute forme de souveraineté. Mais tout ça peut très bien changer à condition que nous nous entraînions, que nous écrivions nous-mêmes. Il faudrait avoir avec soi, moi j'ai toujours avec moi un petit calepin, et là-dedans j'ai mon chantier de constitution. Ça peut être un tout petit calepin, parce que vous commencez, il y a besoin de très peu de papier, donc ça peut être très léger, vous le sentez à peine dans votre poche, et vous avez toujours un crayon et un bout de papier pour écrire de temps en temps un article de constitution. De façon à, dans votre tête, enfin, penser en souverain, au lieu de penser en électeur. Quand on est un électeur, il faut comprendre qu'on est ravalé à un rang dégradant d'incapable politique. Il ne décide de rien. C'est humiliant d'être un électeur. Politiquement, nous ne sommes rien. Et nous sommes légitimes à refuser cette humiliation. On est légitime, mais on ne peut pas dire simplement c'est nous le souverain, maintenant, dehors les représentants. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va y avoir une insurrection, 2 ou 3, il va y avoir une période d'insurrection, de chaos, peut-être, pas forcément. Mais si nous voulons ne pas sombrer à nouveau dans l'impuissance dans laquelle nous ont plongé nos élus depuis 200 ans, il va falloir que lors du processus constituant, nous nous opposions aux élus qui vont nous dire « Ah, voilà, le tyran est tombé et on va écrire un monde meilleur, on va écrire une nouvelle constitution, on va nous promettre une 6e république et on va nous appeler à élire une assemblée constituante. » Parce qu'on se sera entraîné pendant des mois, pendant des années, on se sera entraîné à écrire des règles de constitution, on sait qu'il ne faut pas aider à l'assemblée constituante,
Et le jour où Mélenchon-Le Pen, ou le Mélenchon-Le Pen du moment ou du lieu, parce qu'il y a un Mélenchon-Le Pen, c'est-à-dire l'opposition du régime qui est en train de tomber, cette opposition va se présenter comme le sauveur au moment de la reconstruction, au moment du processus constituant. Et là, à mon avis, il faut qu'on soit des millions à nous manifester des manifestations immenses. Il ne faut pas que ce soit 1 million de personnes. Il faut que ce soit des dizaines de millions de personnes. Donc la société qui sort dans la rue avec des panneaux en disant on ne va pas élire l'Assemblée constituante. On refuse d'élire l'Assemblée constituante. On va écrire la Constitution nous-mêmes. Et dans le meilleur des cas, enfin, dans le pire des cas, enfin, on pourra éventuellement tirer au sort l'Assemblée constituante. Mais c'est nous qui allons la voter toute façon. Mais il faut que ce soit des simples citoyens qui l'écrivent. Il ne faut pas que ce soit des représentants. Il faut que ce soit des représentés. Et c'est un secret, ça. Hein. Vous allez avoir peur que ce soit de tirer au sort quelque chose de la Constitution. Je vous comprends, parce que tant qu'on n'a pas pratiqué les ateliers constituants massivement, moi j'en fais depuis 20 ans, on ne comprend pas que, en fait, nous écrivons tous la même chose. Donc ça m'est égal que ce soit vous, lui ou un autre qui écrit la Constitution, il suffit que vous ne soyez pas représentant. Je sais que vous allez écrire pas exactement la même chose que moi, mais ça va ressembler énormément. Il y a quelques différences, mais on s'en fout. Tout va changer quand ce sont des simples citoyens qui vont écrire la Constitution. Vous allez écrire une bonne dose de tirage au sort, surtout pour les chambres de contrôle. Vous allez écrire le référendum d'initiative citoyenne, la reddition des comptes des élus à leurs représentants, à leurs électeurs, ou la reddition des comptes de tirer au sort devant les citoyens, ou devant d'autres chambres de tirer au sort. Vous allez écrire la création unitaire par la société, par la puissance publique. Vous allez écrire le fait de reprendre les médias aux riches, et le fait d'imposer la pluralité des médias et la responsabilité des médias, etc. On écrit tout la même chose quand on y réfléchit. Et donc, quand on a perçu cette équivalence en fait entre les citoyens dans le processus constituant, on est beaucoup plus prêt au tirage au sort. Si vous n'êtes pas prêt au tirage au sort de l'Assemblée constituante, au moins, il faut que vous soyez prêt à écrire vous-même la Constitution. Donc, il faut que vous vous entraîniez. Donc, il faut des ateliers constituants. Et quand on fait un atelier constituant, on fait la preuve que nous sommes capables. Nous prouvons que nous sommes capables. Et c'est ce que je fais depuis 20 ans. Chaque atelier constituant montre que, bien sûr qu'on est capable. C'est pas compliqué. Ne croyez pas que c'est compliqué, c'est pas vrai. C'est simple. Ça va être écrit en langage clair, en langage humain, pas en jargon juridique. La Constitution n'est pas un texte juridique. Et c'est bien qu'il y a des profs de droit qui se sont arrogés de monopole de la science constitutionnelle en disant je suis prof de droit constitutionnel, je suis prof de droit public, je suis le seul à maîtriser la complexité de cette mais alors là, on va retomber alors sur un procédé qui, bon, ils ont été éduqués. Il ne faut pas accepter que ce soit les experts qui décident. Mais aujourd'hui, on est dans un état où le droit constitutionnel a été comme capturé par des spécialistes, des experts, comme si c'était une technique. Ça n'est pas une technique, ça n'est pas du droit. La Constitution, c'est une forme de droit parce que c'est le sommet de la pyramide, ce sont les règles de droit les plus importantes, et c'est tellement haut que ça n'est plus une technique, c'est politique. Et donc, c'est pas aux experts de décider, c'est à nous, les simples humains, de représenter, d'écrire la Constitution. Donc, il va falloir reprendre la Constitution aux politiciens et aux professeurs de droit public, aux experts. C'est à nous de devenir plus compétents, tu vois, en devenant nous-mêmes constituants. C'est ça qui va se passer pendant les ateliers. Pendant les ateliers. Mais alors, donc là, on est sur le procédé de prendre une habitude. Et concrètement, dans la matière, comment on va pouvoir... comment ça va se passer la transition? Parce qu'il y a un moment donné, est-ce qu'on va devoir utiliser la force ou est-ce qu'on va devoir... Oui, il faudra utiliser la force. C'est qu'en fait, comme on disait au début, la loi de la jungle est notre loi, nous tous, par la force des choses, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Et l'idée constituante n'est pas contraire à la loi du plus fort, elle consiste simplement à unir les faibles de telle façon à ce qu'ils ne supportent plus l'arbitraire des forts et de façon à ce qu'émerge une justice qui soit équitable et indépendante de la force des gens. C'est tout un enjeu civilisationnel, en fait, un vrai... Une barrière de sécurité, une barrière où on est en sécurité par rapport à l'arbitraire
des dominants, des forts du moment. Et dans une constitution, il n'y a pas, je l'ai dit tout à l'heure, je vais répéter pour être sûr que vous avez compris, mais dans une constitution, on prévoit des pouvoirs, on prévoyait traditionnellement 3 pouvoirs, mais en fait on a au moins 5. Traditionnellement, on distinguait le pouvoir exécutif, qui est la maîtrise de l'armée, la police à l'intérieur et l'armée à l'extérieur, le Parlement, qui produit les lois, le législatif, et puis le judiciaire, le juge qui applique les lois. Et on fait attention à séparer les pouvoirs. En fait, ils n'ont pratiquement jamais été séparés. Pratiquement tout le temps, l'exécutif s'est autonomisé, il s'est progressivement affranchi du contrôle pour finalement prendre le contrôle de tout. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de constitution. S'il y avait une vraie constitution, on les empêcherait de fusionner dans les mains de l'exécutif. Mais Montesquieu avait oublié, et Montesquieu et les penseurs d'avant la Révolution, ils avaient oublié la télé. Donc, on le voit, ça n'existait pas avant, hein, donc on n'a pas oublié, mais est apparu un nouveau pouvoir qui sont les médias absolument plus dangereux que les 3 autres. Il faut absolument plus contrôlant. Donc, la Constitution institue des médias indépendants, des riches évidemment, inaliénables, et sous contrôle citoyen, bien sûr. Et puis, Montesquieu et penseurs politiques du système n'avaient pas encore vu émerger, pourtant ça avait déjà commencé, le pouvoir de la banque, de la monnaie, la banque était en train de capturer, de voler au prince la création monétaire. Et donc, avec 5 pouvoirs, alors, il est question d'ajouter un 6e pouvoir ou de le mettre au-dessus, qui est le pouvoir populaire. Si vous voulez une vraie démocratie, si vous voulez ne pas être opprimé par des maîtres qui sont des représentants, on peut construire. Voilà, il faut un droit de veto, puis un droit de révocation des élus, un droit de modifier la Constitution. Alors on pourrait dire que ces 5 pouvoirs, on les appelle des fonctions, et en fait la Constitution, elle instituerait un pouvoir, c'est le pouvoir populaire, et puis 5 fonctions, la fonction exécutive, fonction législative, fonction judiciaire, fonction monétaire, fonction médiatique. Et donc, si on faisait comme ça, par les mots, on montrerait qu'il y a en fait un seul pouvoir dans la société que nous avons constituée nous-mêmes. Il y a un seul pouvoir qui est le pouvoir populaire. Et ensuite, il faut dans la Constitution écrire, parce que c'est écrit, dans notre anti-constitution, il est écrit, article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple. Notre anti-constitution. Notre anti-constitution, oui, bien sûr. Ça, c'est pas un fait. Non, mais voilà, toutes les constitutions. Toutes les constitutions du monde sont des faits, sont fausses. Ça devrait être des protections, mais comme elles ont été écrites par les dominants, elles sont des prisons politiques. Je suis un prisonnier politique, je suis prisonnier de mes représentants, et je vais m'évader. Ce que je propose, c'est un plan d'évasion de la prison politique dans laquelle nous ont enfermés nos représentants. Et je ne sais plus ce que je disais quand tu m'as... J'étais en train de dire... Donc là, je veux dire, sur le terrain, comment on va pouvoir arriver à mettre. Ah oui, c'est ça. Voilà. Une définition de décrire comment on va faire la transition. La fin de la parenthèse m'apparaîtra tout à l'heure, quand ça va revenir, je vous dirai. Pour l'instant, ce qui fait que Macron, le tyran du moment, surtout Macron, hein, surtout le tyran, je m'intéresse à la tyrannie. Le fait que Macron, quand on se déplace, ne nous craint pas, c'est qu'il y a la police. C'est la police qui nous tire dessus et qui fait qu'on rentre chez nous la queue entre les jambes. Et Macron n'a rien à craindre parce qu'il a une police qui lui obéit. Et il faut comprendre que la police est légitime j'en parlais tout à l'heure, la police est légitime à nous renvoyer chez nous quand on est une centaine de millions. 1 million sur 40 millions, il y en a 39 millions qui ne sont pas d'accord. Et donc la police est légitime à protéger les 39 millions contre les coups de colère, les humeurs de 1 million de personnes. Donc ce dont je vous parle, c'est un processus qui doit nous conduire à être, parce que c'est contagieux, parce que chacun de ceux qui deviennent conscients politiquement sont contagieux et contaminent leurs proches, nous allons devenir des millions. En plus, hein, nous allons devenir des millions, mais tant qu'on n'est pas devenu des millions, on n'est pas légitime. C'est pas le moment d'engager un rapport de force comme le 10 septembre d'aller traiter contre la police, c'est plus trop tôt. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut d'abord nous unir autour de cette cause commune que notre puissance politique a instituée nous-mêmes. Et il me semble que la police et l'armée, qui sont les remparts des tyrans du moment,
la police est composée d'êtres humains qui sont comme nous, qui craignent les abus de pouvoir comme nous. Et je pense que ces gens-là n'attendent qu'une chose, c'est que nous soyons assez nombreux pour qu'ils passent de notre côté. Pas tous, mais une bonne partie. Et d'autre part, les policiers et les militaires sont très légitimistes, très légalistes. En fait, ils respectent la Constitution, ils font respecter les institutions. C'est leur boulot. C'est leur boulot, c'est leur rôle positif dans la société. Ils ne vont pas nous laisser nous révolter s'ils sentent que derrière, ça va être le chaos, le bordel, la chienlit, l'anarchie, comme l'avait syndicat. Et donc, en fait, nous avons programmé déjà une constitution d'origine citoyenne, enfin, plusieurs chantiers, je vous conseille de faire le vôtre, hein, mais nous avons aussi une constitution provisoire de transition. C'est une petite constitution qui va permettre que ce ne soit pas le bordel pendant le temps du processus constituant qui va nous permettre de mettre en place la première démocratie. Il sera soutenu par quoi? Par l'armée? Alors justement, cette constitution provisoire de transition, il me semble que c'est une bonne idée de l'écrire avec des militaires et avec des policiers, d'intégrer dans la rédaction, comme là, avant la Révolution, hein, de préparer une constitution provisoire de transition avec des militaires, avec des policiers. Parce que, à mon avis, les militaires et les policiers seront comme rassurés par le fait que s'il y a une émeute qui vraiment est comme au Népal, quoi, hein, qui est vraiment sabarde, raclée de tyrans, ça suffit, on les fout dehors à tout le monde dans le cul, okay, mais ça va pas être le chaos parce que les policiers et les militaires savent qu'elle est toute prête une constitution provisoire de transition qui a été coécrite avec des militaires et des policiers. Ça va faciliter leur acceptation d'une bascule de la souveraineté. Et ensuite, pendant le règne de la transition, d'ailleurs l'armée et la police joueront un rôle important dans le maintien de l'ordre, mais il faut que ce soit au service d'un processus constituant qui va être décrit. Le processus constituant va être décrit dans la constitution provisoire de transition pour que la population soit extrêmement active dans ce processus constituant. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an. C'est-à-dire que si on a des concessions qui sont déjà prêtes, ça va aller plus vite parce qu'il y aura juste à les relire et puis les modifier, et puis hop, on les vote, et ça y est, on a notre constitution. Donc, le processus constituant n'est pas forcément long, et on va déboucher sur de nouvelles institutions. Alors, je ne veux pas faire croire que ça va être sans douleur, parce que tous les riches des autres pays, et les riches du pays, ils le font au Venezuela, hein, ils font tirer sur la foule. Les riches vénézuéliens. Naissance, je dirais, à partir du moment où on met à mal leur pouvoir et leur intérêt, c'est sûr qu'il ne peut pas être. C'est une poule avec une tête, hein. C'est avec une mitraillette. C'est des gens qui tirent sur la foule pour semer le chaos, pour que la population en vienne ulcérée par tant de violence, en vienne à réclamer un tyran, élu par eux, par les riches. Et donc, en fait, les riches sèment le chaos quand ils perdent le pouvoir, pour essayer de le récupérer. Donc, et ça va être à nous de résister à ces provocations. Et si vous voulez, si la population est unie sur ça, elle est devenue constituante, et si elle est prête à endurer la tempête, ben on l'endurera très bien. En fait. Et il faut qu'on sache qu'on est nombreux. Il y a un outil, bon, il y a mon site choix.org, choird.org, /agir, où vous allez trouver toutes sortes d'actions que vous pouvez faire pour aider les démocrates. Les démocrates, il n'y en a pas beaucoup, hein, et ils manquent d'argent, donc vous pouvez leur donner de l'argent. Si vous ne voulez rien faire, vous pouvez au moins leur donner un peu d'argent. Si vous leur donnez de l'argent, donnez très peu, genre 1 euro par mois, et donnez-le tous les mois, vous voyez, avec un règlement, un virement permanent, parce que ça aide énormément les gens. Donc, tous les gens que vous repérez comme un peu démocrates, il y en a plusieurs, hein, des mouvements démocrates dans le pays, il faut les aider. Ne leur donnez pas 1 000 euros, vous ne pourrez plus jamais les aider. Mais si vous leur donnez 1 euro par mois, et si vous êtes mis à faire ça, vous leur donnez des aides. Vous les rendez capables de... Donc, de l'argent si vous ne pouvez pas faire autrement. Mais ce qui serait mieux, c'est de venir travailler, voilà, de rejoindre par exemple le mouvement constituant populaire, MCP, qui a des antennes un peu partout. Ils ont créé un maillage territorial. Il y en a en Belgique, il y en a en Suisse, il y en a à Taïwan, il y en a partout, il y en a au Québec, il y en a un peu partout des citoyens constituants. Et donc,
venez au MCP et adhérez. Vous pouvez faire des ateliers constituants un peu partout. Il y a Léo Giraud qui en fait sur le Discord, les citoyens constituants, il en fait tous les mardis soirs. Rejoignez, là c'est passionnant. Il y a un compteur de constituants, un compteur de conscience. Un compteur de conscience constituante qui s'appelle, il y a un titre super, qui a un beau nom, celui de plusieurs façons différentes, c'est un nom à tiroir, il s'appelle comptesurmoi.org. Je compte parce que c'est un compteur, et puis compte sur moi, je suis constituant. Oui. Je ne suis plus un électeur, je ne suis plus un enfant, le jour où ça va péter, compte sur moi. Je serai là. Et en fait, il y a déjà beaucoup de monde, en fait. Il y a quelque chose de désespérant à savoir qu'on est plus quelques milliers. Il y a quelque chose d'empuissantant, c'est-à-dire ça nous donne de la puissance, ça nous donne du courage et de la confiance en nous-mêmes, que de savoir qu'on est des centaines de milliers. Mm-hmm. Et donc, si vous sentez que c'est une bonne idée de devenir constituant pour nous émanciper, qu'il ne faut pas élire l'Assemblée constituante, il faut que nous devenions massivement constituants. Si vous sentez que ça, c'est une bonne idée, c'est comme ça qu'on va s'émanciper, ben, allez sur le site comptesurmoi.org et mettez votre nom. Donc, on vous demande le nom, le prénom et un mail pour qu'on puisse s'écrire ensuite. Et on va pouvoir vous allez faire partie d'une liste et on va, en fait, on commence à fabriquer déjà la société. Les constituants, en fait, on a plein de choses en commun. Hein. C'est beaucoup plus facile de trouver une cause commune dans une réflexion constituante que dans une réflexion législative. Là, il s'agit de s'évader d'une prison politique, on a ça en commun. Et donc, vous pouvez, si vous avez peur de mettre votre mail, créer un mail spécial pour l'occasion, et de donner un mail qui ne comporte pas votre nom, et c'est avec ces mails qu'on reprendra contact avec vous. Mais c'est un peu, en fait, proposer... C'est important de compter les gens qui sont concernés. C'est proposer peut-être à la société aussi, bon, quand on critique la société, c'est là que c'est chouette, c'est parce que là, on voit vraiment qu'il y a tu ne peux pas détruire la société si tu n'as pas quelque chose d'autre à proposer aux gens, parce que les gens, ils ont ce besoin de sécurité. On n'est pas habitués, on est un peu comme des ados qui sortent de la maison. Et des enfants. Oui, vraiment ça. Et alors, donc, comme on n'a pas l'habitude, d'abord, on va se confronter à l'autorité, c'est obligatoire, parce que il faut devenir adulte. Et comment devenir adulte, c'est se confronter à l'autorité. Et après, c'est de se dire, tiens, je suis capable, finalement, de pouvoir me prendre... C'est vrai, je suis grand. Et ça, c'est magique. Je suis un adulte politique. Mais alors, j'avais envie de dire aussi, je m'en fiche, ça depuis longtemps, mais toute cette comment dire, cette démarche passe par aussi cette compréhension que nous sommes, accepter que nous sommes grands, déjà. Exactement. Parce qu'on nous a tellement déconstruit en nous disant que nous étions des incapables. L'élection nous infantilise. L'élection nous fait croire et nous traite comme des incapables de politique. L'élection nous déresponsabilise, elle nous désapprend à faire de la politique. Et puis nous dégoûte, parce qu'on dirait on le fait exprès, parce que moi je me souviens qu'à l'époque, mes parents me disaient déjà que voter ne sert à rien, dans le sens, je veux dire, tu n'auras quand même pas le droit de parler, et alors, en fait, oui, d'accord, ça je suis ok. Et quoi, on fait quoi avec ça? Donc ils avaient abandonné. C'est décourageant, l'élection est décourageante. Oui. Alors que le tirage au sort est encourageant. Je vous recommande sur choix.org, il y a deux choses que vous devez regarder. Bon, il y a trois avec la page Agir. choix.org/agir. Il y a un dossier sur le tirage au sort. Il y a un menu, et si vous allez dans les dossiers, vous allez voir dossier tirage au sort. Ça, il faut l'imprimer et puis il faut y bosser. Ça va faire quelques dizaines de pages, mais vous allez voir, ça va vous transformer. Et on vient de loin parce qu'on n'a rien appris à l'école sur le tirage au sort, nous ne savons rien. Et donc, c'est par éducation populaire qu'on va apprendre. Donc, il faut imprimer ce dossier et y travailler. Travailler les fondements, et les objections courantes depuis 2500 ans, et la réfutation de ces objections, aucune de ces objections n'est rédhibitoire et destructive. En fait, le tirage au sort, c'est un antidote universel et incorruptible contre l'oligarchie, contre le capitalisme. Donc, c'est vraiment c'est la procédure démocratique que nous devrions aimer. Nous devrions apprendre à détester l'élection, qui est notre prison politique, et nous devrions aimer le tirage au sort qui va être la procédure de notre émancipation. De redevenir responsable, des êtres responsables et arrêter de se plaindre. Voilà, arrêter de se plaindre et crier vraiment ce qu'on a envie de voir et prendre nos mots MAX à la racine. Radical, ça veut dire
chercher la cause des causes, c'est chercher la racine du mal. Et du coup, ça a été détourné comment? Tous On les s'est mots amusé, tous les voilà, mots étaient exactement. On s'est amusé à détourner le mot pour être sûr de vous culpabiliser. Oui, mais quel radical, ça veut dire que tu es extrémiste. Absolument. Alors qu'en fait, non, radical, C'est un c'est. gros mot. Je prends le mot à la racine. Et alors, j'ai remarqué que beaucoup de gilets jaunes ont commencé à travailler sur la constitution. Sur le rythme, oui, bien sûr. Ce qui est historique dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est cette aspiration constituante. D'habitude, les jacqueries, les révoltes populaires sont législatives. On réclame de meilleurs salaires, moins d'impôts, on réclame moins de cruauté de la part des dominants du moment. Mais pas la liberté. Mais pas la souveraineté. Et en fait, la souveraineté, ça se réclame pas. Ça ne s'exige même pas, parce que exiger, c'est encore réclamer. Non, ça se veut. Il suffit que vous vouliez être des adultes politiques et vous allez le devenir. Nous allons nous émanciper, nous n'avons pas besoin des élites pour nous émanciper. On n'a pas à leur demander l'autorisation. On n'a pas même pas besoin de l'aide de leurs médias. Oui, parce que de nature, nous sommes. Voilà, il faut que il faut se considérer avec dignité comme des souverains. Il faut penser en souverain et agir en souverain. Et ça va faire qu'on va devenir. Merci beaucoup, Étienne. C'est un peu long, par contre. Non, j'ai adoré. Super.